Donc Thomas, vous êtes docteur en économie et enseignant à Paris-Dauphine, entre autres, et à Sorbonne. Donc Paris-Dauphine, comme notre interlocuteur d'hier, Christian Depertuis. Alexis Denis, vous êtes président du collectif Stop TAFTA, non, ça ne vous plaît pas président. Stop TAFTA, donc à La Rochelle. Thomas, donc vous avez fait un petit livre. Vraiment, je vous le recommande parce que c'est très facile à lire. Thomas, évidemment, il est enseignant, donc forcément, il explique bien les choses. L'année dernière, on avait eu le plaisir donc, de l'accueillir pour son livre sur les gaz de schiste, qui était également un vrai plaisir parce qu'il n'y a rien de compliqué, on comprend vraiment les enjeux. Et donc, cette fois, il nous fait un joli petit livre donc, sur le TAFTA, donc cet accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis qui est en train de se négocier. Et c'est vrai qu'il était important quand même de savoir ce qui se cache derrière cet accord, parce que pour l'instant, nous, en tant que citoyens, donc Alexis nous fera un petit peu part justement des actions que l'on peut nous mener en tant que citoyens, on devrait avoir notre mot à dire. Donc le TAFTA, Thomas, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? Alors, merci beaucoup, hein, merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir. Je trouvais les films très bien au début, ça met tout de suite dans l'ambiance. Je ne sais pas si les élèves qui l'ont fait sont là, mais c'était vraiment très bien. Bon, pour le livre, alors, j'écris toujours des très petits livres, parce que je pense que, il faut toucher un maximum de gens, et donc il vaut mieux que l'information soit très directe, même si le sujet de TAFTA est un sujet qui pourrait prendre des centaines de pages, et d'ailleurs je pense que le traité final fera probablement plus de 1000 à 2000 pages, hein. Mais bon, moi je suis pour une information assez concise et à un coût très peu cher pour que les gens, en dehors du travail, etc., qui occupent déjà énormément l'esprit, qui puissent lire un petit bouquin sur TAFTA et avoir une idée, peut-être pour qu'après ils aillent peut-être un peu plus loin, mais bon, voilà, c'est le but de mes bouquins, et c'est la même chose pour le mirage du gaz de schiste. Alors TAFTA, qu'est-ce que c'est TAFTA? Bon, c'est un traité de libre-échange. On en a beaucoup signé en Europe, hein. D'ailleurs même il y a une stratégie globale qui s'appelle Global Europe Competing in the World, qui a pour but de signer des traités de libre-échange avec d'autres pays. On en a signé un avec la Corée du Sud, on en a signé avec la Moldavie, avec l'Équateur, on en signe dans le monde entier. Alors bon, déjà ça pourrait faire débat, hein, parce qu'on signe ces contrats avec des pays, alors on leur achète souvent des matières premières ou des produits qui ont beaucoup de matières premières, puis nous on leur revend d'autres produits, donc il y a déjà une espèce d'asymétrie un petit peu dans l'échange qui pourrait être critiquée, mais bon, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de ce traité qu'on signe avec les États-Unis. Et en quoi c'est différent justement des autres traités que l'on a signés avec d'autres pays? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, pourquoi vous vous réveillez aujourd'hui avec ce traité qu'on signe avec les États-Unis alors qu'on en signe déjà beaucoup avec d'autres pays dans le monde? Et il y a quand même une différence majeure, c'est que avec les autres pays, on fait, comme je vous l'ai dit, du commerce interbranche, c'est-à-dire qu'on échange des biens différents, alors qu'avec les États-Unis, on fait du commerce intrabranche, c'est-à-dire qu'on échange des biens similaires. Or, ces biens sont fabriqués des deux côtés de l'Atlantique avec des normes différentes, des réglementations différentes. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'il va falloir, si on emploie les termes de la Commission, c'est harmoniser ou rapprocher ces normes. Alors, ces normes, il y en a deux. Il y a les normes principales, enfin, on peut les mettre en deux catégories. Il y a les normes techniques, par exemple la couleur des clignotants d'une voiture, la taille d'un câble, enfin toutes les normes techniques. Et vous avez les normes ensuite sanitaires, les réglementations alimentaires, etc. Des médicaments, etc. Alors, parler de rapprochement des normes, d'harmonisation, c'est un joli mot, mais la réalité, c'est pas ça. En économie, on l'a bien vu, même quand il n'y a pas de traité, de manière générale, c'est l'entreprise qui a le plus gros pouvoir de marché qui impose ses normes aux autres entreprises. Ça s'est toujours passé comme ça. Et là, quand on regarde le classement de certaines entreprises parfois, vous voyez bien que, je ne sais pas moi, on prend par exemple les services informatiques, vous avez les 3 premières entreprises qui sont américaines. Vous regardez la grande distribution, sur les 10 premières entreprises, vous en avez 7 qui sont américaines. Les services financiers, idem. Vous regardez même l'ensemble des multinationales, vous en avez 8 dans les 10 premières qui sont américaines, 0 qui sont européennes. Donc il y a tout un tas de secteurs où ces normes risquent de nous être imposées, les normes américaines. Parce que les meilleures entreprises sont les entreprises américaines. Donc vous voyez, parler de rapprochement, c'est complètement faux. Enfin, pour un clignotant, on ne va pas mettre un clignotant blanc, un clignotant jaune, on ne va pas faire diviser un câble en deux. Enfin, il y aura un ajustement des normes de l'un sur l'autre. Il y a de fortes chances, en fait, que
ces normes soient ajustées en fonction du plus fort, c'est-à-dire des compagnies qui ont le plus de pouvoir. Donc ça veut dire que finalement le bras de fer entre l'Europe et les États-Unis, il est déjà quasiment perdu, ou l'Europe a quand même quelque chance de tirer son épingle du jeu? Alors il y a des secteurs où on peut, alors il faudrait faire une analyse secteur par secteur, mais les secteurs où il y a une chance de gagner, enfin pas nous la France, mais peut-être l'Allemagne sur le secteur automobile, mais sur beaucoup de secteurs, on est quand même moins bien classé que les États-Unis, et là on va devoir s'ajuster à leurs normes. Mais après, sur ces normes-là, donc c'est une opposition, comme tu l'as dit, entre les États-Unis et l'Europe, mais il y a aussi une autre opposition qu'il faut dire, c'est que parfois des entreprises concurrentes, qu'elles soient américaines ou européennes, quand elles ont des intérêts convergents, quand il s'agit de baisser le cahier des charges, là elles ne sont plus vraiment concurrentes. Vous regardez l'exemple de la fracturation hydraulique, interdite en France, une compagnie comme Exxon ou Total sont toutes les deux d'accord sur le fait qu'il faut casser cette loi. Donc elles sont concurrentes à la base, on a une américaine européenne, mais elles s'accordent, elles convergent quand il faut casser une loi ou baisser des normes. Mais ce petit jeu existe déjà à l'intérieur de l'Europe. Vous regardez le chocolat en Europe, voilà, les industriels du chocolat ont réussi à faire passer au Parlement européen une loi qui a fait baisser la part du cacao en le remplaçant par des matières végétales 10 fois moins chères, tout en gardant l'appellation chocolat. Donc ce jeu d'abaissement des normes est déjà présent en Europe, mais il sera encore plus fort si on signait TAFTA, parce que là, voilà, des grands groupes auraient intérêt à baisser ces charges qui représentent des coûts pour pouvoir faire plus de profit. Pourtant, on nous fait quand même miroiter des créations d'emplois, jusqu'à 2 millions d'emplois créés. Est-ce qu'on peut y croire? Alors, il y a 4 études, il y en a une qui parle de 2 millions d'emplois. Alors, non, enfin pour moi non, déjà parce que le modèle utilisé en économie fait l'objet de débats, de grands débats. Ils utilisent un modèle qui s'appelle le modèle d'équilibre général calculable, mais bon, il y a déjà un gros débat sur ces modèles, sur le fait qu'ils soient suffisamment pertinents pour faire des prévisions. Ça c'est la première chose, c'est ces modèles qui sont utilisés. Ces modèles disent qu'on va créer 2 millions d'emplois en partant d'une hypothèse qui est très simple, c'est une baisse de 25% des normes. Donc d'un côté, la Commission nous dit les normes, on ne va pas y toucher, et puis de l'autre côté, on fait des modèles où on part du principe que les normes vont diminuer, et donc que les prix vont diminuer, et donc que les gens vont plus consommer, et donc qu'il va y avoir 2 millions de créations d'emplois. Donc c'est des enchaînements qui sont extrêmement linéaires, qui sont extrêmement critiquables, et d'ailleurs moi j'ai mon professeur quand j'étais jeune, et j'ai été son assistant après, qui s'appelle Bernard Guérien, qui avait dit que ces modèles-là étaient tout simplement des fables qui servaient, idéologiques, qui servaient à aménager des résultats quand on veut promouvoir des politiques économiques. Parce que du coup, ça ne répond pas vraiment aux problèmes de l'Europe actuelle. Voilà, c'est surtout ça. Problème de chômage, problème de... Complètement. Alors déjà, sur les modèles, il y a un autre modèle qui est sorti, qui a été fait par des Américains cette fois-ci, qui montre qu'on ne gagnerait pas 2 millions d'emplois, mais on perdrait 600 000 emplois. Donc voilà, il y a discussion. Un qui dit 2 millions, d'autres qui dit 600 000. Après, quand on ne croit pas les modèles, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le passé. Et qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Bon, vous regardez le marché unique en Europe, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Cecchini en 88, il nous promettait 6% de croissance, des millions d'emplois. On ne les a pas eu. Vous regardez le NAFTA, le traité nord-américain, il promettait pareil des millions de créations d'emplois, un accord gagnant-gagnant pour les États-Unis et le Mexique. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu 1 million de pertes d'emplois dans le maïs au Mexique, il y a eu 1 million de pertes d'emplois aux États-Unis dans certaines entreprises qu'on préférait délocaliser au Mexique parce que c'était moins cher. Et puis, vous regardez même, le Mexique n'a pas réussi à créer une industrie forte. Par exemple, il avait un champion de la distribution. Je ne défends pas la grande distribution, mais il avait un champion de la distribution. Et bien aujourd'hui, l'opérateur qui est quasiment au monopole au Mexique, c'est Walmart. Voilà. Donc vous voyez, le champion mexicain s'est fait laminer par le champion américain. Voilà. Donc il faut faire attention à ça en Europe. Maintenant, bon, ce que tu disais là, je rebondis, c'est surtout ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on veut nous vendre un traité de libre-échange qui va nous faire échanger encore plus de biens. C'est déjà, aujourd'hui, on a des kiwis qui font le tour du monde avant de se retrouver dans notre assiette. Et là, on va continuer à accentuer ça. On va même peut-être importer du gaz de schiste ou du pétrole de schiste des Américains parce qu'ils en ont trop. Enfin, on est dans un système qui est complètement fou, alors que de l'autre côté, à part quand on traite les sujets les uns après les autres, on nous demande de faire attention au réchauffement climatique. Donc la première chose, c'est que si on faisait un accord, la première chose, c'est qu'il faut que cet accord de libre-échange soit soumis aux exigences du GIEC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on voit, c'est quels sont les problèmes aujourd'hui de l'Europe. 18 millions de chômeurs en Europe. Réglementer la finance internationale.
parce qu'aujourd'hui les banques vont très bien, alors n'oublions pas qu'on les a repêchées les banques avec de l'argent public quand il y a eu la crise, ne l'oublions jamais. Et aujourd'hui elles vont très bien, elles font de l'évasion fiscale, HSBC on l'a bien vu, etc. Et la troisième chose, c'est la transition énergétique. Voilà. Or TAFTA ne répond en rien à ces trois choses qu'il faut faire en Europe. Elle ne répond à rien. Elle nous parle de création d'emplois d'ici à 20 ans. Donc franchement c'est un traité qui est à côté de la plaque, en tout cas à côté des problèmes que l'on vit en Europe. A priori, c'est ce que je disais dans ton petit traité, Bruxelles fait un peu de communication pour essayer de nous rassurer. C'est vrai qu'a priori, c'est les normes, là, c'est des enjeux qui sont quand même très importants. C'est des vrais choix de société qu'il faut qu'on fasse. Donc nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour essayer d'activer des choses, de dire que nous, on ne veut pas manger du poulet rincé à l'eau de Javel, qu'on ne veut pas manger de bœuf aux hormones. Comment est-ce qu'on peut se mobiliser? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de parler à ces gens qui sont en train d'essayer de négocier ce traité? Alors, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, je vais revenir un peu dessus parce que c'est intéressant. La Commission a fait en sorte de jouer le jeu de la transparence, c'est ce qu'elle dit. Alors, elle a mis un site internet, vous avez plein d'informations dans toutes les langues. Mais les informations sont assez banales en fait. C'est genre, oui, nous ne toucherons pas aux normes, ou des choses du style la croissance profitera à tous, des trucs d'une banalité. Il n'y a rien de concret, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. La réalité, c'est ça, il y a eu plusieurs rounds de négociations, mais qu'on ne sait pas concrètement ce qui s'y passe. Alors après, on vous dit oui, ça va être génial, tout le monde va en profiter, c'est super. Mais voilà, derrière ce site, il n'y a rien d'intéressant. Après, il y a eu une consultation en ligne sur les tribunaux, parce qu'il y aura des tribunaux, on va en parler après. On en parlera après. Oui, tout à fait. Ouais, on en parlera après. Donc, alors, sur la mobilisation citoyenne, elle existe déjà, il y a un collectif, la Stop TAFTA, elle existe, il y a eu une grosse mobilisation. Politiquement, il y a José Bové, qu'on va entendre après, qui a vraiment porté l'offensive contre le traité aux dernières élections européennes. Donc voilà, je pense que il faut faire exactement ce qui s'est passé sur le gaz de schiste en France. Le gaz de schiste, l'interdiction a été rapide en France grâce à la mobilisation citoyenne. Les gens ne voulaient pas de ces forages près de chez eux, ils ont montré qu'ils voulaient autre chose. Voilà, et très vite, il y a eu cette interdiction. Et là, il faudrait faire la même chose. Mais ça paraît un petit peu... j'ai l'impression que ça paraît un peu plus compliqué, parce que ça dépend beaucoup de la Commission à Bruxelles, et les deux dernières offensives qui ont eu lieu ont été quand même vachement mis de côté par la Commission. Alexis, vous allez nous parler un petit peu de votre action. Est-ce que vous sentez justement que vous êtes suivi? Est-ce que vous sentez que les actions que vous menez vont pouvoir aboutir à quelque chose? J'imagine que vous avez des contacts avec d'autres Stop TAFTA. Et comment ça marche en fait? Est-ce que l'action citoyenne est vraiment en place, en marche? C'est bien. Ah oui, c'est bien. Je vais te faire un petit rappel peut-être quand même, c'est qu'on a commencé à se préoccuper, moi je m'en préoccupe depuis longtemps parce que je fais partie de notre organisation, et donc on s'en préoccupe depuis l'année dernière, à cette époque-ci. On avait commencé par un petit café repère, et puis là on avait retrouvé des gens, et puis ce sont ces gens-là qui sont venus après pour créer ce collectif Stop TAFTA. Je suis TAFTA. Vous êtes combien par exemple? C'est difficile à dire, c'est parce qu'il y a un noyau dur qui est de maximum 10 personnes. Vraiment un noyau dur, sinon il y a 300 signatures, etc., de personnes ici qui en font partie, certainement. Mais bon, c'est pas facile d'arriver à réunir les gens, etc., sur des actions. Mais juste pour faire un petit retour en arrière, donc on a commencé par faire au départ, alors attendez, il faut que je m'en souvienne, on avait commencé à faire un petit peu de bruit lorsqu'il y avait eu l'université d'été du PS, où on avait trouvé des petites solutions pour aller parler aux militants qui se trouvaient à l'encan et puis qui faisaient la queue, etc. Et là, l'horreur, il y avait 95% des militants qui ne savaient pas de quoi en parler à cette époque-là. Et il ne faut pas l'oublier, c'est que même... Aux dernières universités? Pardon, l'université d'été de... Attendez, on est où là 2014, c'est ça. Oui, donc là, la dernière. Oui, oui. Et il faut savoir que, bon, je ne vais pas citer le nom, mais le nombre d'élus, des députés, etc., qui ne savaient même pas de quoi on parlait, il y en a peut-être ici, mais c'était la vérité. Et d'ailleurs, après, ils l'ont reconnu et ont dit « Ah, heureusement qu'il y a des organisations, des ONG, enfin des associations, etc., qui attirent l'attention sur ces sujets-là, sinon on n'en aurait jamais entendu parler. » Imaginez par exemple que, là je fais une digression, imaginez par exemple que ce sujet qui est fondamental au niveau transformation de la société, on n'en parlait même pas au moment des élections présidentielles.
Ouais, on a commencé Thomas, justement, dans son livre, dit qu'effectivement, nous, en tant que consommateurs, on est assez mis de côté, mais les élus également. Ah bah oui, complètement. Voilà. On va y revenir tout à l'heure, parce que José Bové a j'ai vu, enfin, on va y revenir. Donc je continue. Oui. Après, il y avait eu, attends, qu'est-ce qui s'est passé après il y a eu une journée internationale du Stop TAFTA, du Stop TAFTA le 11 octobre l'année dernière. Donc c'était à la suite d'une réunion qu'on avait faite à l'Amphigé, à l'IUT, avec Frédéric Vial qui n'est pas venu, mais c'est quelqu'un d'autre. Il y avait certainement des gens qui étaient à cette réunion-là, où on avait commencé la sensibilisation sur le sujet. Et donc grâce à ça, 8 jours après, il y avait le 11 octobre, enfin 8 et 3, 11, 3 jours après, il y avait le 11 octobre, et il y avait quand même pas mal de monde qui ont marché un petit peu pour manifester. Donc là, c'est de la sensibilisation, mais au niveau de l'action par rapport à ce traité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais non, les actions, c'est de l'information. Voilà. C'est essentiellement de l'information, et on en a refait d'autres après. On a été invité après à aller discuter, on a été invité par un député pour aller parler à Royan. Ensuite, on a fait un petit apéro, le soir dans un petit restaurant à côté à la Fabrique à Terré. Ensuite, on a refait, je ne sais plus quoi, au tout, on a fait, il y a un mois ou deux, on a réussi à mettre autour d'une table Suzanne Tallard, Marie-Paul Jamet, vous les connaissez, enfin, oui. Suzanne Tallard, vous connaissez sans doute, Marie-Paul Jamet, Jean-François Fontaine, et Henri Moulinier qui est de la LDH, etc., pour essayer de discuter un petit peu sur le sujet. Et la grande difficulté que l'on a aujourd'hui n'est pas tant de rencontrer des gens comme ce soir, etc., qui sont pour la plupart assez convaincus, parce que le fait qu'ils viennent à terre et lettres déjà, quand vous regardez tout ce qui s'est dit depuis 3 jours, vous écoutez Vandana Shiva, vous écoutez Gilles Clément le jour avant, vous écoutez Serralini, etc., il n'y en a pas un qui peut défendre le TAFTA. Il y a Thomas qui est là ce soir, c'est pareil. Donc, ce côté-là, on n'a pas de difficulté. La difficulté, et là, je m'adresse un petit peu à tout le monde ce soir, si vous pouvez arriver à nous inviter, on est 2 ou 3 ou 4 à pouvoir intervenir, si vous pouvez arriver à trouver des gens qui pourraient nous inviter, mais qui ne connaissent pas, mais qui pourraient, j'allais dire des bêtises, mais qui sont, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire des gens qui sont pour le TAFTA, etc., mais ça pourrait... j'allais dire, ça pourrait être M. Léonard, je connais pas, je suis de Châtel, etc. Voilà, si on pouvait arriver à avoir des tables rondes avec ces gens-là, mais on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui puisse être dans le contradictoire. Donc en fait, c'est ça, vous sentez que vous avez un manque d'écoute, voilà. Vous n'arrivez pas à vous adresser au... Absolument. Là, tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez des choses qui étaient prévues dans les... Alors, donc ce qui est prévu, là, vous l'avez vu, on a vu quand même pas mal d'affiches, il est prévu que le samedi prochain, le 18 avril, il est prévu que l'on fasse une petite manifestation, donc un peu comme la dernière fois le 11 octobre, entre la place de la Motte Rouge et le port, d'accord? Donc une petite marche un peu festive, etc. Et n'hésitez pas à venir avec des amis, etc. Et puis, pourquoi pas un peu déguisé, c'est pas triste hein, du tout. Et par contre, ce que l'on fait aussi, pour attirer l'attention des gens qui sont autour, c'est de se mettre dans le port avec des petits bateaux. Alors si vous avez des marins parmi vous qui veulent venir un petit peu nous réveiller, ce serait très bien. Alors pourquoi ça? C'est parce que c'est pour... on va faire des points de 4 points d'information autour pour discuter avec des gens qui passent. Voilà. Mais c'est pas facile à faire venir. Bien sûr. Regardez, pour faire venir, enfin je vais pas chercher à... Pour faire venir des gens dans une soirée à 19h30 ou à 20h jusqu'à 22h pour entendre parler d'un sujet qui est chiant, c'est pas facile. Enfin, je veux dire que... Et surtout, les gens sont dans une situation de servitude totale, quoi. Et bon, ils laissent passer parce qu'ils voient pas comment arriver à... Quand on imagine que même les politiques, ils sont perdus, ils savent même pas. Je vais prendre un exemple. Il se trouve que je me suis retrouvé un soir avec M. Emmanuel Morel, qui est député européen, qui fait partie de la commission, alors j'ai peur de dire des bêtises, la commission des affaires européennes ou étrangères ou je ne sais pas quoi, mais donc il est député européen depuis le mois de juin, c'est le mois de juin dernier, c'est ça, et donc il avait du mal à avoir des informations. Et on se retrouvait jusqu'au mois de novembre dernier, tant que le CETA n'était pas sorti, on se retrouvait dans une situation complètement surréaliste où on parlait de choses qui ne devaient pas exister puisqu'il n'y avait pas d'informations dessus. Et quand Thomas a parlé tout à l'heure, effectivement, qu'il y avait un petit peu de transparence, mais il transparaît que des informations, mais ridicules, à tel point qu'il y avait quelque chose qui avait été créé par M. Felk, c'est Felk, le secrétaire, et bien, Frédéric Vial, qui est dans cette commission, il a dit, moi j'arrête parce qu'on n'apprend rien. On apprend beaucoup plus par des fuites qui viennent de gens qui sont placés à Bruxelles et ailleurs, qu'autrement. Voilà. Thomas, est-ce qu'on a le temps? On parlait le 18 avril.
Je parle moins de M. Bito, vous l'aimez quand même, hein, attendez. Oh, hein, vrai? Non, le 23 avril, il y a Suzanne George qui vient, et donc il y aura effectivement, il y aura Benoît Bito qui va venir aussi, mais il sera là-bas, il parlera moins comme ça. Il y aura Martine Villeneuve, vous connaissez peut-être, il y aura Marie-Paul Jamais, il y aura Alain Bûchery, je crois qu'il y aura Maxime Bonneau qui vient en tant qu'ancien élu, etc. Et puis il y aura sans doute peut-être Monsieur Falordi. Alors je ne sais pas si je les mettrai l'un à côté de l'autre ou pas, parce qu'en ce moment c'est jamais facile de mettre les gens les uns à côté de l'autre. Très bien, bravo en tout cas. Voilà. Oui Thomas, est-ce qu'on a le temps en fait de mener toutes ces actions de sensibilisation? Le traité, est-ce qu'on sait s'il va être signé demain, après-demain? Est-ce que... Je pense que sur les actions, enfin moi honnêtement, j'ai découvert ça par les collectifs gaz de schiste en fait. Moi j'étais invité souvent par les collectifs, c'était bien avant les élections européennes, on en a beaucoup parlé dans les médias, mais c'est eux qui ont commencé à me dire oui le TAFTA et tout c'est quoi ce truc, et qui m'envoyaient des questions par mail de plus en plus fréquemment, et après je répondais, à un moment j'ai dit bon, je vais me pencher sur la question avec mon co-auteur, et bon, comme c'est des sujets c'est de l'économie pure, et je donnais un cours d'économie internationale, donc ça rejoignait vraiment, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Mais là, les premiers qui m'ont parlé de ça, c'est les citoyens, ça c'est assez impressionnant. Et dans les citoyens, comme tu le dis, hein, il y a ceux qui ont un degré de connaissance mais extrêmement élevé, et de l'autre côté, vous avez ceux qui ne connaissent mais pas du tout. C'est assez marrant, il y a vraiment... Enfin moi, avec mon co-auteur, on plaisante souvent à ça, on se dit si on a arrêté 10 personnes dans la rue comme ça, et qu'on disait est-ce que tu as déjà entendu parler de TAFTA, on est quasiment sûr que 9 sur 10, même parfois 10 sur 10, pourrait dire... peut-être qu'on pourrait appeler ça plutôt non au poulet javellisé, peut-être plus... Enfin je sais pas, tout à l'heure je disais ça, je disais il était l'heure de déjeuner, du coup je me suis dit... Peut-être pas y aller. Non mais c'est vrai, peut-être qu'il faudrait être encore plus, donner des exemples, vraiment, parce que... c'est devenu des symboles maintenant. Oui, c'est ça. Le poulet chloré, le porc à la racle, tout ça sont devenus des symboles. Parce que c'est une petite partie par rapport à tout le reste, ça touche pratiquement tous les domaines de notre quotidien, la santé, l'énergie, les OGM, enfin... Exactement, mais l'erreur serait aussi de penser quand même qu'on est un village gaulois, nous, en Europe, qu'on est protégé, parce que alors, les OGM, c'est devenu l'Europe est une passoire hein, quand même à prendre. Enfin, les OGM, bon, c'est interdit, mais il y a quand même des produits importés qui contiennent des OGM. Enfin, il y a tout un... Enfin, on est quand même... Donc, je pense que ceux qui rejettent TAFTA ne rejettent pas les États-Unis, ils rejettent tout un système. Et là, c'est un peu la dernière, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et les gens se disent non, on ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. Faire un traité de libre-échange avec les États-Unis pour être la plus grande zone de libre-échange au monde, et que tout circule dans tous les sens, alors que les gens ne veulent plus aller dans ce sens-là. Je pense que là, c'est vraiment la dernière pierre à l'édifice de la mondialisation et de tous ces effets négatifs que ça pourrait avoir sur le climat, sur l'alimentation, etc. Mais c'est vrai, pardon. Je voulais simplement dire, parce que très souvent on est perçu, quels que soient les gens qui sont dans le non. Et heureusement, hier, quelqu'un qui dit qu'on pouvait être dans le non et qu'on devait être dans le non. Il est clair que les gens qui sont dans le non, c'est qu'ils ont réfléchi quand même aux choses bien avant, etc. Et aujourd'hui, on sait très très bien que la priorité que l'on a chez nous en Europe, ou même sur la planète, n'est pas celle-là. Comment on a fait jusqu'à ce jour à faire du commerce sans TAFTA? Attendez, mais je rêve. Et là, quand on vous présente les normes qu'on veut nous présenter avec le feu rouge, le feu vert, etc., mais c'est pas le problème, parce que moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 40 ans. Il y a les normes ISO. Les gens, quand il fallait se mettre d'accord sur des choses, c'était pas difficile. Le feu rouge, etc., facile. Allez demander aux Anglais de marcher à droite. Ça, c'est une autre paire de manches. On n'est plus du tout... C'est pas ça qui les intéresse. C'est... je veux dire, et puis même, comment on peut penser qu'à un moment qu'il y ait des négociations entre, je sais pas moi, Areva, Total, Exxon, et que ça donnera lieu à quelque chose qui va permettre, par exemple, la transition énergétique. Enfin, on n'est pas naïf à ce point-là. Enfin, on sait très bien que voilà, en fait, ces négociations, elles servent à quoi? À cristalliser la place de ceux qui ont déjà une place de vainqueur. Ça va créer quoi? Un oligopole mondial, où les meilleurs seront les meilleurs, et ils ne se mèneront pas des guerres des prix et tout, hein, ils se feront des partages de marché comme la téléphonie mobile a pu le faire en France avec ces 3 opérateurs fameux qui ne faisaient jamais baisser trop les prix. Voilà, on sera dans une situation un peu comme ça d'oligopole de marché où se partageront le marché, sans qu'il y ait vraiment de concurrence. Et puis voilà, ce sera une vraie opposition, je pense, après cette opposition américaine et européenne, entre les multinationales et les citoyens. C'est ce qui va se passer. Voilà, la transition énergétique ne pourra pas naître de la rencontre, de la négociation de grands énergéticiens européens ou américains. Enfin, on le sait très bien. Elle naîtra que si on arrive à encadrer les forts et ouvrir une voie pour que les petits, les renouvelables, puissent s'installer massivement. Mais si on fait ça,
eh ben, si on fait ça alors qu'on en a signé TAFTA, eh ben, ces entreprises à qui on empêchera justement ou qu'on encadrera leur production pourront nous attaquer devant des tribunaux et demander des compensations en argent, surtout sur l'énergie qui est un système qui génère des milliards et qui sont des processus assez longs. Elles n'hésiteront pas, à mon avis, à attaquer là, à avoir recours à ces tribunaux dès qu'on voudra engager une politique soit de sortie du nucléaire, soit d'encadrement de politiques d'hydrocarbures, etc. Alors les tribunaux, justement, il y a une partie de ton livre qui en parle. Apparemment, c'est une nébuleuse aussi. Comment vont se régler les conflits. Aujourd'hui, on fait appel à des profs de droit, à des avocats d'affaires pris ça et là, mais qui n'y connaissent rien. Donc, comment ça va se passer? Bon, on a eu souvent recours à ces tribunaux quand on faisait du libre-échange avec des pays pauvres, aux institutions faibles, parce qu'on avait peur justement qu'il se passe, comme il se passe souvent en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, qu'il y ait des nationalisations d'actifs, d'investissements français, etc. Donc ces tribunaux, pendant longtemps, ne nous ont pas dérangés, disons la vérité. Alors que moi, je trouvais déjà à l'époque que si on s'installe dans un pays, ben, on prend tout avec. Quand on va faire du business dans un pays, c'est qu'on veut profiter d'une main-d'œuvre peu chère ou de réglementations qui sont plus faibles sur l'environnement. Et ben, dans ce cas-là, on accepte aussi la variable politique, et changement d'institution, nationalisation, enfin le risque politique. C'est ça le business. Hein. Le business, on ne peut pas. Alors, on avait créé ces tribunaux pour éviter justement que s'il y a un changement de gouvernement, on ait à perdre les investissements. On pouvait avoir recours au tribunal et l'État devait payer de l'argent à l'entreprise qui avait perdu de l'argent. Alors ça s'est déjà passé, l'Équateur a payé plus d'1 milliard à un cigarettier parce qu'il avait fait une politique d'interdiction de la cigarette. Il y a des cas qui sont assez impressionnants où c'est toujours le peuple qui finit par payer pour ces entreprises quand il y a un changement de réglementation qui ne favorise plus ces entreprises. Aujourd'hui, on veut signer ça avec les États-Unis. Alors que bon, les institutions des États-Unis sont quand même des institutions qui sont assez solides, développées, les nôtres aussi. Donc pourquoi on ne fait pas confiance à notre justice en France et aux États-Unis? On préfère signer ces tribunaux d'arbitraux. Alors déjà, il se passe à Washington, ça se passe aux États-Unis. Et là, en fait, voilà, par exemple, si on était sous TAFTA et qu'on avait interdit la fracturation hydraulique, tous les pétroliers qui avaient acheté des gisements, des concessions, pourraient aller porter plainte et demander un dédommagement de plusieurs milliards que nous, on paierait avec de l'argent public. Vous voyez? Et alors, quelle est la différence avec nos tribunaux à nous? C'est que nos tribunaux, ils apprécient cette loi, l'interdiction de la fracturation hydraulique, en fonction de l'avantage ou de la protection qu'elle présente en termes de santé, en termes la légitimité qu'elle pourrait avoir. Or, à Washington, ils ne traitent ça qu'en fonction du cadre de l'investissement. Est-ce que le cadre d'investissement a changé? Si oui, il a changé d'une façon défavorable pour l'entreprise, c'est au pays de payer le dédommagement pour l'entreprise. C'est-à-dire que la légitimité de ce changement de loi, en termes de santé, en termes de tout ce que l'on veut, on s'en fout. Voilà, elle n'est pas prise en compte. Et c'est en ça que c'est dangereux. Alors, c'est pas comme si les tribunaux allaient tomber demain sur tout et sur n'importe quoi, mais sur l'énergie ou sur des choses, dès qu'il y aura, à mon avis, des sommes d'argent très élevées en jeu, et l'énergie, c'est des milliards, hein, des investissements qui sont, vous regardez le PR, on en est déjà à 8, 9 milliards, 3 fois le prix. C'est des investissements en milliards et c'est des investissements de long terme. Ce qu'on investit dans l'énergie aujourd'hui, c'est l'énergie qu'on consommera dans 20 ans. Donc sur l'énergie, à mon avis, il va y avoir de nombreux recours dès qu'on voudra faire des politiques de développement. Par exemple, le mécanisme de soutien aux renouvelables aujourd'hui. Aujourd'hui, on soutient les énergies renouvelables par des mécanismes de soutien. Des entreprises pourraient les attaquer en disant c'est de la concurrence déloyale, pourquoi vous soutenez ça? Alors que vous voyez, on ne peut pas... Quand vous avez une énergie qui est là depuis 40 ans, comme le nucléaire qui est installé, ou des grosses entreprises qui sont puissantes, qui ont été publiques, qui ont été en monopole dans les années 70, qu'on a bien installées, qui pèsent des milliards, et qu'à côté vous avez des petites entreprises du renouvelable, on voit très bien, encore une fois, il faut être très naïf pour penser qu'il y a une vraie concurrence. C'est Mike Tyson contre un enfant de 6 ans. Vous voyez. Donc, si on veut que ces entreprises de renouvelables se développent, il va falloir encadrer les grosses, leur permettre de ne pas produire, interdire un certain montant de production, etc. Sinon, il n'y aura pas de transition énergétique. Et si on fait ça et qu'on a signé TAFTA, et on sera probablement attaqué devant les tribunaux. Donc TAFTA, c'est surtout quoi? C'est empêcher les gens de créer des nouvelles réglementations. C'est surtout ça le TAFTA. Les anciennes réglementations seront abaissées, mais chaque fois que tu créeras une nouvelle réglementation, surtout quand il y a des milliards en jeu, tu as ton épée Damoclès au-dessus de la tête qui peut tomber, ou ta guillotine, je ne sais pas comme vous voulez, l'image que vous voulez, on peut la choisir, mais vous avez ce truc qui est au-dessus de votre tête et qui peut tomber, comme un coup près. Donc il faut absolument que la démocratie s'active pour ça.
Je voudrais quand même lire une petite phrase que j'ai trouvée, je crois aussi dans votre petit document Stop TAFTA, que j'ai trouvée dans un article de Rue 89, qui est en fait une phrase qui est de François Hollande, notre président de la République, qui a déclaré à Barack Obama « Nous avons tout à gagner à aller vite. Sinon, nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur, de menaces, de crispation. » Ça vous suscite quoi comme réaction? Parce que, enfin... C'est vrai. Le micro. Oui, c'est évident, quoi. Mais on sent bien que... Vous savez, quand on entend les gens du gouvernement aujourd'hui, on attrape le chaud et froid, parce qu'un jour ils disent une chose, le lendemain ils disent autre chose, etc. On n'arrive pas à se faire une opinion là-dessus. Actuellement, vous avez un secrétaire, je ne sais plus si il est ministre, secrétaire, je ne sais pas, M. Felt, qui a l'air à peu près contre le TAFTA. Mais bon, on a vu effectivement aussi quelques petites notes qui sont sorties de l'Assemblée avec des petites lois, d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est qu'une petite loi, et qui disaient effectivement qu'il y avait des lignes jaunes, qu'il ne fallait pas, le tribunal arbitral en faisait partie, mais on pouvait peut-être l'aménager, etc., qu'il ne fallait pas que l'audiovisuel, non pas l'audiovisuel, que le culturel soit rentré dans le TAFTA, sauf que effectivement si vous mettez que l'audiovisuel, pardon, eh bien ce que vous avez ici, carrément tout ça, les trucs nationaux, là, la coursive, etc., ça n'en fait pas partie. Bon, Thomas va peut-être en parler, Monsieur Hollande, on parle de transition énergétique pour la fin de l'année, le COP 21 pour le mois de décembre, en plus c'est pendant les régionales, c'est super bien. Comment? Un rendez-vous important. Un rendez-vous important. Vous avez le jour où le GIEC a sorti son rapport au mois de novembre, etc., il était en Alberta, au Canada, en train de dire bravo, le sable bitumineux, c'est super, etc., etc. Et là, ils sont en train effectivement de demander aux Américains de nous envoyer du pétrole et puis du gaz pour faire face au fait qu'il va y avoir une pénurie du côté de la Russie, etc. Bon, ils sont incohérents d'un bout à l'autre. En fait, Thomas, oui, non, je voudrais rebondir un peu dessus. C'est vrai que les États-Unis, bon, c'est un pays avec beaucoup de différences et de divergences, mais nous, l'Europe, comment ça se passe justement au niveau de l'Europe, entre l'Allemagne, la France, où chacun a des parts différentes de PIB, enfin, c'est quelque chose quand même très très différent dans les différents pays d'Europe. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à faire que tous les citoyens se retrouvent avec des hommes politiques qui pensent peut-être pas tous la même chose? Alors, il y a quand même une mobilisation quand même impressionnante, puisqu'ils ont réussi à signer il y avait une loi dans le traité de Lisbonne qui disait que si les citoyens arrivaient à rendre une pétition avec plus d'1 million de signatures, on pouvait effectivement faire reculer une loi qui avait été mise en place ou la discuter. Voilà. Les citoyens ont réussi en Europe à remettre une pétition avec 1 million de signatures pour être contre TAFTA. C'est quand même hallucinant. Ils sont mobilisés au niveau européen, quand même 1 million, c'est quand même impressionnant. Voilà, 1,5 million. Voilà. Ils ont remis. Alors là, bien sûr, la Commission a dit oui, le traité n'existe pas encore, donc on ne peut pas accepter eh ben oui, on ne peut pas accepter ce papier. Voilà. Après, il y a eu cette mobilisation. Ils ont fait une espèce d'audit en ligne où ils ont dit, voilà, sur les tribunaux, ils ont fait une demande en ligne en disant, voilà, si vous avez des commentaires sur les tribunaux, adressés à tous les citoyens, si vous avez des commentaires sur les tribunaux, vous pouvez les mettre en ligne, on en tiendra compte. Il y a eu 150 000 avis qui ont été recueillis, 150 000 avis, une grosse partie en Allemagne. Donc, voilà, pareil, au niveau européen, 150 000 avis sur Internet, il faut quand même être au courant, trouver la démarche, le faire. Voilà, 90% étaient contre les tribunaux, 90%. Et là, la Commission a dit oui, mais bon, les 90%, on ne peut pas les prendre en compte, il y a des ONG, il n'y en a que 3000 qu'on peut prendre en compte. Voilà. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc, on se rend compte que quand on veut faire un passage en force, on trouve toujours une excuse pour faire un passage en force. Voilà. Donc, c'est ça, moi, qui me fait un petit peu peur. Et il y a aussi un certain nombre de traités qui n'ont même pas été validés par nos assemblées. Je ne sais pas si le CETA est passé par l'Assemblée française, je crois qu'il a été validé au niveau de la Commission, et puis c'est tout, le CETA, le traité avec le Canada. Vous voyez, alors que c'est le petit frère du TAFTA. Donc, on dit toujours oui. En dernier lieu, ce sera l'Assemblée, la France qui décidera en dernier lieu si elle veut le ratifier. Et si un des pays de l'Union européenne ne le ratifie pas, le traité sera annulé, c'est à peu près ce qu'on nous dit. Mais le CETA n'est pas passé à l'Assemblée. Et beaucoup de traités ne sont pas passés à l'Assemblée. Il doit passer normalement au mois de juin voilà. Mais je voudrais simplement, mais bon, il faudra venir plutôt le 23 avril pour parler de ces choses-là. Je ne pourrais pas prendre trop de temps de... C'est Frédéric, c'est ça? Oui. Simplement... appuyer, mais vous posez la question à José Bové tout à l'heure, puisque c'est un élu européen. Si le TAFTA est ratifié, mais il n'y a plus besoin d'aller voter,
il n'y a plus besoin d'avoir d'élus au Parlement européen, puisque de toute façon, tout se fera dans leur dos, parce qu'il n'a pas encore évoqué Thomas, mais c'est un problème de temps, hein. C'est qu'il est prévu qu'il y ait un forum de coopération complémentaire, qui est qu'une fois que le TAFTA aura été ratifié, alors là il y a toute une procédure, on ne va pas rentrer dans le détail, eh bien, on n'aura plus besoin de personne pour l'améliorer, parce que, pour l'améliorer, excusez-moi, j'ai fait une erreur, pour pouvoir comment l'amender et le modifier, etc. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils auront un petit comité avec des sous-comités financiers, parce que les financiers ne se mélangent pas avec les autres. On n'en parle jamais d'ailleurs dans le TAFTA, on n'en parle pas trop des financiers, alors qu'ils sont tous derrière. Et donc, tout ce qui sera apporté en confidentiel par des gens qui seront, on ne sait pas où, hein, on ne sait pas où ils viendront, etc. C'est un transfert de pouvoir total vers les multinationales. Et là, il faut bien faire la différence entre les peuples européens, etc., et les multinationales, etc. Et j'en profite pour ajouter aussi autre chose. Ce qu'on oublie, c'est les PME, les artisans et tous ces trucs-là. Vous voyez, ça se passe au-dessus de nous, ça se passe auprès des grands de ce monde, etc., qui récupèrent toutes les plus-values, etc., et qui forment le petit 1% dont on parle depuis 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans, etc., parce que quand on fait des moyennes ou des PIB, etc., il faut savoir que lorsque vous avez quelqu'un qui est à 1000 euros et l'autre à 9000 euros, ça fait une moyenne de 5000. Si vous passez 2 ans après qu'il y a toujours un qui est à 1000 euros et l'autre qui est à 19 000 euros, ça fait une moyenne de 10 000, et on dit qu'il y a eu une croissance. Donc vous voyez, on joue sur ces trucs-là. On a affaire à des tas de menteurs, des escrocs, etc. Vous avez vu tous les films de cette semaine. C'est bon, voilà. Mais c'est pas de la parano. Ce n'est pas de la parano. Hein. Ouais. Et les chiffres, c'est vrai que tu en parles dans ton livre. Hein, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Hein. Si on veut être pro-TAFTA, on va dire un certain nombre de choses, et puis on va dire l'inverse. C'est la vérité. C'est vrai. En fonction du modèle qu'on utilise, on peut faire n'importe quoi aux chiffres. C'est une réalité. Voilà. Là, vous avez bien vu qu'entre l'étude américaine qui a été faite par l'université de TÜV, qui est une des plus anciennes universités, et ce qui a été fait en France par un organisme français, le CEPI, ou les 4 études, voilà, les données sont quasiment les mêmes. Vous passez de 2 millions à moins 600 000 emplois, on se rend bien compte qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. C'est une réalité. Et on sait quand même que ça apportera beaucoup de boulot au cabinet d'avocats, c'est les seuls qui vont en profiter. Mais il faut quand même ajouter une chose, c'est que malgré tout, déjà en Europe, c'est pas être contre l'Europe de dire ça, parce que moi, dans la construction européenne, il y a des choses qui étaient très belles, etc. Mais l'Europe, dans son fonctionnement actuel, vous regardez la zone euro par exemple, vous n'avez que très peu d'alternatives de politique économique. Hein. Vous pouvez avoir des alternances de pouvoir, hein, même en Grèce, etc. On voit bien les alternances, mais en termes de politique économique à mener, vous avez une marge extrêmement faible. Donc il y a une seule politique, et TAFTA, c'est ça, mais à un plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule politique, échange, libre-échange, commerce international, il n'y aura qu'une seule, et la marge de manœuvre à l'intérieur sera extrêmement faible. Juste encore pour compléter, je suis bavard aussi, moi. On imagine bien que si, pourquoi pas un accord, mais moi je suis contre maintenant, c'est plus la peine, il n'a aucun sens. Mais je veux dire que si c'était des politiques qui avaient le souci des peuples, etc., qui avaient fait ce TAFTA, on aurait autre chose que ce qu'ils proposent dans le TAFTA. Est-ce qu'il y a des choses positives, mais on pourrait très bien dire, il faut faire des lois antitrust pour empêcher d'avoir des multinationales qui sont plus fortes que les États. On pourrait avoir des systèmes de ce qu'on appelle le SMIC chez nous. On pourrait dire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des trucs fiscaux, des harmonisations fiscales. Il faut obliger Amazon à payer ses impôts chez nous, alors qu'on va acheter des bouquins chez eux, on leur fait des tapis rouges, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là qui pourraient être dans un accord, mais par le haut, et non pas toujours en disant par le bas. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, si même tout le monde, si on avait signé un accord comme ça, ambitieux, comme tu l'as dit, on mettait des normes un petit peu élevées, et les autres pays auraient été obligés de converger vers cet accord. C'est-à-dire les émergents, la Chine, l'Inde, auraient été obligés, parce qu'on aurait été la plus grande zone de libre-échange au monde. Or là, on fait une zone de libre-échange par le bas, voilà. Par le bas, tout en sachant qu'on ne pourra pas par le bas concurrencer des pays émergents qui ont des coûts de main-d'œuvre, des normes, etc., beaucoup plus faibles que les nôtres. Pour finir, parce qu'après on va passer la parole au public, parce que j'entends beaucoup chuchoter, donc je pense qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on a une idée des prochaines échéances là, sur TAFTA, ou est-ce qu'il faut être à l'écoute tout le temps pour savoir alors, la semaine prochaine, samedi, il y a une mobilisation internationale contre le TAFTA, voilà, sur le port à La Rochelle et ailleurs. Voilà. Et dans à peu près 10 jours, il y a la reprise des négociations à Bruxelles. Voilà. Voilà, il y a une négociation à peu près tous les 2 mois à Bruxelles, une semaine. À suivre de près. Oui. Merci.